Tech, donc avec Phoebe et Pierre-Loup. Et ben, sur ce, je vais leur laisser le micro, littéralement, pour qu'ils nous en disent plus sur ce sujet. Et bah, je vous demande de les applaudir. Et puis, bah, je vous reprendrai après à la fin du talk. Merci. Hop là. Bonjour à tous. Donc, on est très content d'être là. Merci d'être venus nous écouter. On va se présenter brièvement quand même. Donc, moi, je suis Phoebe. Je suis product designer dans l'équipe de Roxana, qui était déjà venue faire un talk ici, si vous vous souvenez. Donc, je suis basée à Neuilly et je travaille sur le back-office. Bonjour, et moi je suis Pierre Loup, je suis team leader de l'équipe Moonlight, avec des magnifiques représentants ici parmi nous. Et je suis du coup dans l'équipe qui travaille sur la partie front-end du back-office, donc on travaille vraiment très souvent ensemble. Et allons-y. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est vraiment celui sur lequel on travaille tous les jours, qui est pas un design system. On a choisi aujourd'hui d'afficher le design system qui est le design system qu'on utilise sur le back-office, PrimeView, pour vous dire exactement que c'est ce dont on ne va pas vous parler. Aujourd'hui, on va parler justement du lien entre product design et tech, et on va complètement oublier le côté design system, parce qu'il y a déjà des gens très spécialistes de ça qui s'en occupent, et on va vous parler plutôt de notre façon de travailler ensemble, et de notre façon de communiquer, d'échanger, et de réfléchir, et tout ça. Voilà. Donc, si vous vous souvenez bien du premier talk qu'avait donné justement Roxana, il y avait présenté ce double diamant. Et il y avait aussi également Baptiste et Marie qui étaient venus présenter la première partie de ce double diamant, qui est le Discover, avec la recherche utilisateur. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Donc, nous, on va pas vous parler de cette partie-là, on va plutôt vous parler de la deuxième partie qui se trouve entre donc Develop et Deliver. Mais que se passe-t-il dans ce deuxième double diamant? C'est pas quelque chose dont on parle souvent. Oui, je voudrais juste que vous notiez la qualité du design. Hein, voilà. Heureusement qu'une de nous deux Merci. est. Heureusement que je suis product designer. designer. Merci. Voilà. C'est toujours Voilà. très intéressant de bosser avec elle. Du coup, attends, je vais juste préciser quelque chose. Au sens Bedrock, en fait, alors parce que là c'est écrit Develop, Deliver, mais au sens Bedrock, en fait, on est encore en discovery. Hein. Donc c'est-à-dire que tout ce double diamant, c'est bien la discovery. Donc c'est vraiment une phase de discovery ici qu'on vous présente. Et la solution d'implémentation, ça va être la phase delivery côté développeur. Donc on va rester dans la phase discovery. Et on va justement vous parler de comment on va définir des solutions ensemble, comment on va trouver ces solutions et comment on fait pour collaborer ensemble. Alors là, on va vous expliquer pourquoi, du coup, design et tech forment un duo inséparable. Yes. C'est beau, hein? Vas-y. Voilà. Alors, on va commencer par vous expliquer un peu quel est le problème quand on ne travaille pas ensemble. Ce qui se passe quand un product designer travaille sans avoir les informations de développeur de notre côté, ça donne des fois des choses un peu improbables. Voilà. Vous avez tous vu arriver des choses qui sont soit complètement infaisables, soit particulièrement inutiles. Mais très jolies, toujours très jolies. Voilà. Dans la tech, ça présente souvent comme ça. On voit arriver une magnifique maquette avec énormément de choses, énormément de plus-value pour le client, beaucoup de features, de magnifiques couleurs au passage. Et quand on voit ça, forcément, on se pose énormément de questions. On se demande, mais quand c'est qu'on a parlé de la complexité de ce sujet-là? Quel temps ça va nous prendre? Ça va nous demander énormément de composants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? D'où viennent les données? Parce qu'après, moi, je suis développeur front-end, mais on bosse avec le back-end. Il va falloir que toutes les données affichées sur cette page viennent de quelque part. Ça va nous demander des tonnes de dépendances. Ça va prendre un temps de fou et on n'arrivera jamais au bout. Et généralement, une maquette aussi belle, généralement, ça nous fait plus peur qu'autre chose. Aussi complexe en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup, quand un designer ne travaille pas avec un développeur, donc que le développeur travaille tout seul? Alors, si on file un petit peu toute cette métaphore qu'on a commencé à faire, ça peut donner des choses assez invraisemblables. Donc, donc là, par exemple, on voit qu'il y a des éléments fonctionnels. On a bien une porte, on a bien des escaliers, on a bien un garage, on a bien un distributeur, mais on voit qu'il y a quelque chose qui manque. On voit qu'il manque un peu de sens, des fois, où l'usage n'a pas été très, très bien pensé. Donc, souvent, il y a des réflexions sur l'utilisateur, mais on n'est pas, voilà, il y a des choses qui manquent. Et des fois, il y a des petits éléments qu'on rajoute parce que, ah mince, en fait, on l'a mis trop haut, finalement, voilà. C'est utilisable, mais c'est pas optimal, quoi. Et donc, sur le pendant un peu digital, comme on a vu tout à l'heure,
bah, ça peut donner des choses un petit peu comme ça, où c'est pas très optimal, des sélecteurs, voilà, un peu comme ça. Choisissez votre pays, voilà, c'est en noir et blanc, super, bon, pourquoi pas. Vous connaissez peut-être ce site-là que peut-être quelqu'un vous a déjà présenté. Je crois que les designers, à un moment donné, faisaient des petites communications. Ils ont dû vous présenter ce site qui est assez horrible. Bon, là, on va vraiment loin, mais normalement, on n'en arrive pas là quand même. Et voilà, ça peut aussi donner voilà, des formulaires un peu pénibles aussi à remplir. Et donc effectivement, le product designer, il va quand même être là pour donner, le besoin utilisateur. Voilà. C'est toi qui as rajouté «Est-ce que tu aimes les chats?» J'étais pas au courant. Comment est-ce qu'on gère un flow? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des patterns d'usage à appliquer? Parce que d'un produit à l'autre, des fois, si on est sur quelque chose de très spécifique métier, il va y avoir des patterns particuliers. Donc tout ça, c'est nous qui allons donner cette information. Et forcément, ça peut créer des choses comme ça si on les a pas. Alors, ça consiste en quoi? Définir une solution ensemble. Magnifique. C'est pas si simple que ça, du coup. Hop. Et moi, je vais enchaîner du coup sur c'est quoi le travail du product designer. Donc en fait, le travail du product designer, nous, on va arriver devant les techs avec des propositions de solutions. Mais nous, notre travail, c'est d'aller vraiment cadrer en fait cette proposition qu'on va faire. Donc on va pas arriver de rien et présenter des choses et dire OK, qu'est-ce que t'en penses? On va quand même faire un travail au préalable avant d'arriver avec des potentielles solutions à présenter. Donc ça commence par quoi? Comme je disais, on va s'appuyer sur les besoins utilisateurs. Donc en fait, on va les comprendre, les prioriser, les coordonner. En fait, là, j'ai mis aussi les coordonnées parce que, typiquement, moi qui travaille sur le BO, on a quand même plusieurs clients et ils sont pas toujours d'accord. Et même s'ils sont pas nombreux, ils ont des fois des besoins très différents. Et donc, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle un produit Frankenstein dans notre jargon, du coup, il va falloir faire un travail de priorisation et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va pas mettre. Bien comprendre les besoins et essayer de trouver des points de convergence entre ces différentes demandes, ces différents besoins. On répond aussi à des objectifs business, justement. On va pas sortir des solutions hors sol qui répondent pas non plus aux objectifs business parce qu'on est dans une entreprise. Donc, on fait pas juste des solutions pour la beauté du geste. Et on est aussi également garant de l'ergonomie, de l'accessibilité et de la user experience sur le produit. Et ça passe par, donc là j'ai mis aussi, assurer la cohérence de l'expérience sur le produit. Donc en fait, tout ce qui est feature, donc par exemple si un jour on va refondre une feature, on va rajouter une feature, on va s'assurer que c'est quand même cohérent par rapport à un comportement qu'on aurait déjà mis en place à l'autre bout du produit, sur une autre app par exemple. Ou alors que si jamais on met quelque chose en place ici, on va pas aller péter quelque chose qui existait là-bas. Donc ça peut arriver. Des fois, il faut vraiment avoir le produit en tête et comment il est construit pour bien comprendre si les choses ont un impact entre elles. Donc ça, c'est super important. J'ai rajouté aussi tone of voice, si ça vous parle. C'est la façon en fait dont on va s'adresser à l'utilisateur tout au long du produit. Et pour rester cohérent vraiment dans le produit, il faut garder cette constance en fait de ton aussi quand on s'adresse à l'utilisateur. Donc on va pas par exemple faire un ton hyper convivial au début, hey, voilà, un truc super convivial, et après 2 secondes après sur une autre pop-up mettre quelque chose de très austère. Voilà, c'est pas très cohérent. Donc ça, on fait également attention à ça. Ici, voilà, on prend aussi en compte les délais. Donc évidemment, c'est pas la même chose de proposer une solution en 3 semaines qu'en 3 mois. Donc forcément, on a aussi des choix à faire par rapport à ces délais. Et du coup, pour aller avec tout ce travail des product designers, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, nous, côté tech, pour les aider justement à préparer ce travail. Et pour pouvoir travailler, ils ont besoin de connaître nos limites, de connaître nos contraintes, notre faisabilité technique en général. Et côté discovery, pardon, ça passe par deux pans principaux. D'abord, nos connaissances techniques, parce que voilà, techniquement, personne ne connaît notre outil mieux que nous. Donc, il faut qu'on puisse leur transmettre ces infos-là. Il faut qu'on puisse discuter avec eux, leur expliquer où est-ce qu'on va être limité, qu'est-ce qui va nous bloquer, qu'est-ce qu'on peut faire des fois, juste proposer des solutions, ça peut aider. Il faut qu'on connaisse notre environnement aussi. Et la deuxième partie, c'est toute une partie d'essai qui est ce qui nous arrive très souvent, c'est-à-dire de terminer une présentation de maquette par attends, là, je suis pas sûr que ça ce soit faisable, laisse-moi une semaine, je fais un POC, j'essaye, je te redis. On va tester des nouvelles librairies, des nouveaux composants. Voilà. On va travailler de plein de manière à pouvoir répondre à notre product designer et surtout à nous permettre de lui fournir tout ce qu'il a besoin, ou elle a besoin, pour préparer le cadre de son travail.
Et pour ça, on Ouais. arrive... Tu veux continuer? Ouais, Vas-y. juste sur ce slide, on va vous présenter un peu comment en fait on trouve des solutions ensemble. Alors on a l'espace des solutions, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, sur le double diamant, on appelle ça le solution space. Et en fait, faut toujours avoir en tête quand même que ces solutions, elles sont quand même guidées par la vision produit. Donc c'est-à-dire qu'on peut trouver plein de solutions faisables techniquement et des propositions bien point de vue utilisateur. Par contre, si c'est pas dans la vision produit, bah voilà, on n'est pas très cohérent et puis on n'est pas cohérent avec l'entreprise et voilà. Donc en fait, on a vraiment cette vision produit qui va nous guider tout au long de cette recherche de solutions. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, quand ça se passe bien. On a du coup cet espace qui se trouve ici, forcément, à l'intersection, c'est faisable, et en plus, super, ça répond aux besoins utilisateurs, go. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Très souvent, les deux espaces, donc la proposition et l'espace de faisabilité technique, se retrouvent éloignés, voire très éloignés. Et ça nous amène beaucoup de discussions, beaucoup de travail, indépendamment les uns des autres, voire ensemble, certains sujets. Et notre objectif dans ces cas-là, c'est d'amener à ça, c'est-à-dire étendre nos possibilités techniques, avec ce que je vous parlais juste avant, avec des POC, avec des spikes, avec d'autres possibilités, d'autres façons de travailler, peut-être d'essayer des nouveaux composants, peut-être une nouvelle technologie, ça arrive qu'on réponde à ça comme ça au problème. Et ça nous permet d'étendre notre espace de faisabilité. Côté design, il y a la même chose. On échange très souvent et on arrive des fois à leur demander de refaire une partie de la maquette, de retravailler, de dire ah, tiens, ce besoin-là, peut-être que tu pourrais arriver avec une autre solution parce que celle-là va nous coûter trop de temps ou trop d'efforts ou voilà ou changer une partie de l'user experience parce qu'on a pu leur indiquer une suggestion en tout cas. Et au final, on arrive à trouver cet espace commun. Et on arrive, une fois qu'on a l'espace commun, à se poser la question, quel est l'effort? Une fois qu'on a chiffré cet effort, qu'on a noté un peu ce qu'on allait pouvoir faire, on contacte le produit, on voit comment on fait, et la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'on y va? Maintenant, je vais vous présenter un peu ce que c'est que la solution. Parce qu'on parle de tout à l'heure de l'espace des solutions. Qu'est-ce qu'une solution? Magnifiquement, on parle product design, on parle design. Premier truc qu'on pense, est-ce que la solution est une maquette? Teasing de fou, attention. Oui, la solution est une maquette. C'est vrai, mais pas que. Parce que des maquettes, tout le monde peut faire des maquettes. Je vais le dire vite parce que sinon après elle se fâche. Ça va. Des maquettes, je peux faire des maquettes. Je vous déconseille de voir ce que j'ai fait. N'importe qui peut faire des maquettes, mais parce que je ferai mon mais après. Parce que on reçoit un besoin utilisateur, on nous dit ben, l'utilisateur veut voir une liste d'objets. D'accord, ben, n'importe qui pensera à faire une liste d'objets dans un tableau, dans une liste, tout bêtement une liste à points. On trouvera tous des solutions pour ça. Pas le problème. Du coup, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, si jamais le développeur n'a pas le contexte. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que les maquettes d'un product designer arrivent avec d'autres choses en parallèle. D'accord, c'est des maquettes que tout le monde pourrait faire, mais ces maquettes arrivent avec des recommandations, l'UX, l'UI, l'ergonomie, de l'accessibilité, plein d'autres choses. Et c'est ces recommandations qui nous aident à comprendre les maquettes, à faire notre travail au mieux. Et c'est là la grosse plus-value d'avoir des maquettes faites par des spécialistes. Parce que, principalement, et vous vous rappelez certainement du talk de Baptiste et Marie, qui ont parlé de l'expérience utilisateur et de la connaissance de nos utilisateurs, un product designer connaît surtout bien les utilisateurs et leurs besoins. En parallèle de ses connaissances techniques sur l'ergonomie et tout ce qu'il peut avoir avec, ça nous donne des maquettes efficaces. Et maintenant, on va passer un petit peu de pratique, parce que là, on vous a parlé de théorie, c'était bien rigolo, mais on va vous présenter deux façons de travailler, deux moments de notre travail ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette interface? Imaginons, on a à développer cette interface. Qu'est-ce que vous voyez derrière cette interface? Voilà. Est-ce qu'il y aurait quelques volontaires dans la salle pour répondre à cette question? Comment vous l'analysez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mettons que sur votre travail, voilà, vous avez une question, on vous donne ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais me déplacer un petit peu, c'est rigolo. Tiens, je te passe le micro. Je vois tout de suite qu'il y a des prix en jaune fluo qui attirent l'attention et on a envie de cliquer. Tu bosses au front-end? Ça sent. Quelqu'un d'autre? Un avis back-end, un avis produit? Oui. C'est pas faux. Les chaussures sont pas toutes dans le même sens, ça me perturbe un peu. Ça, je pense, c'est le problème d'avoir un marketplace avec différents clients qui remplissent leurs données.
D'autres avis? Front-end? Il y a plein de containers de filtres à travailler. Très juste, oui, plein de containers de filtres, effectivement, il y a plein de choses à réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Ah, on a sorti le micro. Non? Eh bien, alors on va continuer. Effectivement, vous voyez qu'en arrivant devant ces maquettes, on n'a pas tous les mêmes points de vue, on ne voit pas tous les mêmes choses. Certains voient les chaussures à l'envers. Non, c'est une blague. Mais effectivement, on ne voit pas tous les mêmes choses. Et je vais vous montrer quelques petits exemples de ce qu'on voit. Alors pour cette slide, je vais remercier Anouk qui a bien voulu se prêter au jeu à l'avance et nous donner quelques idées de questions qu'elle se poserait en voyant arriver une maquette comme ça. Et voilà. Des questions d'un point de vue back-end. Est-ce que les fields sont cumulatifs? Est-ce qu'il y a un tri par défaut? De mon côté, au niveau front-end, on se pose des questions. Voilà. Est-ce que le tri en haut à droite va être en front ou en back? Qu'est-ce qu'il nous faudra comme composant pour faire cette page? Est-ce qu'il va falloir ajouter du lazy load, une pagination, d'autres questions comme ça, d'autres questions techniques? Et je vais laisser FEB présenter ce que elle verrait sur une maquette pareille. Ouais, et moi, du côté design, bon, il y a quand même quelques personnes qui ont répondu un petit peu aussi l'aspect un petit peu usage. Mais effectivement, moi, je vais regarder la hiérarchie des informations, par exemple, dans un composant. Pourquoi on a mis le prix comme ça en jaune, par exemple, pourquoi on l'a mis en premier, pourquoi on a mis la marque juste en dessous, voilà, pourquoi c'est agencé comme ça. Les chaussures, effectivement, c'est une bonne remarque. Les filtres ici, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de filtres, mais ils sont aussi catégorisés du coup selon les attributs du produit. En fait, je vais parler d'un peu de modèle mental, mais en fait, dans le modèle mental d'un utilisateur, une chaussure, c'est quoi? C'est une couleur, c'est une pointure, c'est une marque, ça peut être un prix aussi. Et en fait, tous ces filtres, ils reprennent tous ces attributs de l'objet chaussure, en fait. Donc, c'est tout simplement catégorisé comme ça, et c'est pour ça que c'est catégorisé dans ce sens-là. Et effectivement aussi, on peut voir ce qu'on appelle, alors je sais pas si vous connaissez un petit peu les biais cognitifs, mais là on a ce qu'on appelle un biais d'ancrage. Alors ça se voit peut-être pas très bien, mais vous connaissez tous le fameux prix barré avec le prix promo juste à côté. Donc ça, c'est clairement un moyen d'inciter, de mettre l'attention de l'utilisateur sur cette magnifique paire de baskets blanches pour vous inciter à l'acheter. Et ça fait partie aussi ça peut être des stratégies en fait pour effectivement guider l'utilisateur à travers l'interface qui peuvent être utilisées. Donc là, je pense que c'est assez efficace. Donc voilà un petit peu les différents points de vue en fait qu'on peut avoir quand on réfléchit autour d'une interface. Et là, maintenant, sachant que tout le monde a un petit peu voilà son point de vue aussi à travers son prisme et son métier, ce qui va être intéressant de voir, c'est quels sont nos échanges en fait. Donc là, on a remis ça un petit peu en toile de fond parce que rappelez-vous, l'intérêt c'est vraiment qu'on aille vraiment converger, qu'on aille trouver un peu la zone commune. Donc qu'est-ce que ça peut être nos échanges, par exemple? Ouais, par exemple, nos échanges sont des échanges sur le contenu des composants. Nous, développeurs front dans notre équipe, on parle, voilà, quel est le besoin derrière un composant, parce que ce composant pourra nous demander plus de temps, plus d'efforts, plus de discovery pour en préparer quelque chose qui répondra aux besoins. Et on pose souvent cette question-là, et ça arrive vraiment, vraiment très souvent, parce que on arrive aussi des fois avec d'autres solutions. Attention, oui, ton besoin utilisateur, était celui-ci. On a ce composant-là qu'on a déjà utilisé dans telle appli qui répondrait peut-être aux besoins. Est-ce que ça t'intéresse de venir voir à quoi ça peut ressembler? Ouais, moi je peux dire par exemple, OK, si on fait ça, il faudrait peut-être mettre le parcours à jour donc sur cette autre application parce qu'on n'a pas le même composant ou parce qu'on n'a pas le même comportement. Du coup, c'est pas logique. On va pas commencer à créer des choses différentes à certains moments du produit. C'est un peu ce que j'expliquais au début dans le travail du coup du product designer. Donc là, c'est pareil, on va re-questionner. Oui. Et après, on arrive, alors, ceux qui connaissent un peu le back-office, vous saurez que cette question-là arrive souvent. Je crois qu'on parle de layout. Pas de mots qui fâchent ici. Cette application est en legacy. Si on y touche, ça va prendre 3 mois de plus. C'est risqué, on risque de casser tout. Il y a des dépendances dans tous les sens, des effets de bord inimaginables. Très, très inimaginables. Des fois, ça ressemble plus à de l'archéologie que réellement du dev. Donc voilà, on évite d'aller toucher forcément les apps legacy ou très peu si vraiment il y a besoin de rajouter peut-être un élément de cohérence pour faire corps avec l'ensemble du parcours qu'on a imaginé. Mais du coup, on va plutôt se concentrer sur autre chose. Et donc, en fait, ce qu'on peut proposer en tant que designer, c'est dire, OK, écoute, dans ce cas, je te propose cette solution. Alors, on sait qu'elle est moins aboutie. Donc, en fait, quand on prend en compte toutes les contraintes qu'on a, que j'avais évoquées aussi au début, effectivement, on sait qu'elle est moins aboutie. C'est ce qu'on appellerait un MVP, en fait. Mais on sait qu'on est sur une approche incrémentale. Donc, on se dit, OK, nous, notre solution rêvée, c'est ça. Volontairement, on va
la dégrader, mais on sait exactement où on va. Donc on se dit, ok, nous on prend une première version en fait qui est moins aboutie, mais on sait que cette version elle apporte déjà de la valeur, parce que l'intérêt c'est pas de shipper quelque chose qui va apporter aucune valeur. Donc on prend quand même un morceau qui apporte déjà de la valeur, et après on sait qu'on va pouvoir construire dessus pour pouvoir arriver à ce qu'on voulait au mieux. Mais là, pour certaines contraintes, on est obligé des fois de se dire, ok, on fait le MVP et on va pas au bout de ce qu'on voulait faire, mais on y arrivera plus tard. On arrive maintenant à la fin de notre présentation, après vous avoir présenté une partie technique et puis quelques exemples de notre façon de travailler. Si vous avez suivi bien ce qu'on est de dire, vous devez vous douter que la conclusion principale de notre talk, c'est qu'il faut communiquer. Je ne sais pas si j'en ai mis encore assez. On communique énormément. On est dans un point récurrent toutes les 2 semaines entre product design et tech. On est en discussion sur des points ad hoc peut-être 1 fois, 2 fois par semaine. On est dans les mêmes channels. On a intégré les product designers dans notre channel privé parce qu'on discute tellement souvent qu'on ne peut pas se permettre de faire autrement. Ouais. Et si on devait un peu résumer tout ça, j'aimerais dire que, voilà, exceptionnellement, je vais lire ma slide. Garder un lien très fort entre product design et tech, que ce soit synchrone ou asynchrone, ça nous permet d'assurer un grand confort de travail aux développeurs. Et oui, il y a user experience et developer experience. Voilà. C'est important aussi que nous, on assure une bonne developer experience. Et en tant que team lead, ça me paraît important que les devs de mon équipe puissent travailler dans de bonnes conditions. Ça nous permet aussi de livrer de la valeur en continu aux utilisateurs, parce qu'on a toujours des produits qui nous permettent de donner de la valeur à nos utilisateurs, qui répondent à leurs problèmes, qui les aident à travailler au jour le jour. Et ça nous permet, parce que c'est toujours la chose qui est intéressante à souligner, de réduire les coûts de production in fine, parce qu'on a une équipe efficace et qu'on a un produit robuste, et qu'on minimise avec ça la dette technique et le design. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pour l'instant. Merci à tous. Je vous laisse deviner qui est la tech, qui est le dev, Libre et qui est le interprétation. product designer. Et maintenant, je vais voir si est-ce qu'on a des questions dans la salle ou à distance peut-être. J'ai l'impression que dans la salle, il n'y a pas de questions. Je ne vois pas tout le monde. Non, est-ce qu'il y a des questions à distance? Pas de souci. Génial. Merci pour l'amour à distance. Merci. Aussi pour l'amour sur place aussi, hein, évidemment. Suspense. Moi, je crois qu'on était sur une présentation très claire. On a pas de questions sur Slack, pas de questions à distance, et pas de questions sur YouTube. Et toujours pas de questions dans la salle, non? Ah si, Alors, on a une question à distance. Est-ce qu'à force de travailler ensemble, ça vous donne envie de devenir designer en tant que dev, j'imagine? Pour ceux qui ne connaissent pas, Olivier Pérez, sont mon petit frère, qui arrive bientôt dans l'équipe Bender. Et alors, devenir designer, non, pas du tout, parce que justement, je suis très content qu'il y en ait d'autres qui le fassent à ma place. Mais c'est quand même un plaisir de bosser ensemble, parce que du coup, on s'apporte mutuellement énormément de choses. Je suis d'accord. Ah, on a une question dans la salle. Et du coup, à force de côtoyer les développeurs, est-ce que les designers vont devenir développeurs? Eh bien, non plus. C'est à peu près la même réponse que Pierre-Loup. Moi, j'adore mon métier, mais effectivement, je suis bien contente qu'il y ait des développeurs pour m'aider pour toutes ces questions techniques. Et même si moi, je comprends vraiment ce qui se passe, je comprends leurs contraintes, etc. C'est vrai que moi, je préfère vraiment me concentrer sur la recherche utilisateur, la recherche de solutions, et vraiment essayer de coller plus, représenter en fait le besoin user. Donc, effectivement, on est très complémentaires. Donc, je ne deviendrai pas dev front. Du coup, on a un réveil des questions. On a aussi une question sur Slack qui est de savoir, alors c'est une question de Roxana qui est de savoir, est-ce que vous constatez plus de rapidité dans votre travail, je suppose du fait de la collaboration? Oui, clairement, c'était un peu ce que je disais dans la slide d'avant, mais je peux la remontrer. Oui, on gagne. Alors, on a l'impression de passer beaucoup de temps à faire des points, à discuter, à échanger, à se poser des questions, parce qu'on se pose énormément de questions de l'un à l'autre, enfin, du dev au product design. Mais c'est ce qui nous permet vraiment de gagner du temps, parce que on perd très vite, en tant que dev, on perd très vite du temps si on part sur un besoin qui est mal cadré. C'est extrêmement chronophage.
Je ne sortirai pas Ouais. de noms d'applis qui n'ont jamais abouti parce que très mal cadré utilisateur. Mais ça va rappeler des mauvais souvenirs à beaucoup de monde. Mais on a déjà perdu plusieurs mois sur des devs qui n'étaient pas très bien cadrés. Et le fait de travailler vraiment avec des besoins bien cadrés, avec des solutions bien cadrées et bien travaillées, nous permet de gagner énormément de temps. Ouais, moi j'ajouterais aussi, on le voit en fait en delivery, parce qu'au final, quand on cadre bien la solution en discovery, on a quand même des maquettes assez abouties, on a réfléchi à énormément de cas, surtout les edge cases, les fameux cas un petit peu à la marge. Et en fait, après en delivery, on a toujours des questions et c'est normal, mais on a vraiment, c'est des petites questions en fait sur des petites choses. En fait, il n'y a pas tout à refaire quoi. Donc en fait là, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est qu'on n'ait pas soulevé en fait une alerte au niveau de la discovery, qu'on ait vraiment vu toutes les choses importantes, structurelles ensemble. Et que si vraiment il y a des choses à ajuster, parce que finalement en codant, on se rend compte que peut-être il y a un composant finalement c'est pas optimal, et on utilise un autre, c'est pas grave, mais c'est des petites choses, ça nous fait pas revoir tout le parcours. Donc en fait, c'est la force de ça, c'est que oui, on passe un peu de temps effectivement au début, mais au final, ça nous en fait gagner tellement. Et quand on parle aussi d'aide technique et design, c'est que tout le temps en fait qu'on va passer aussi à bien cadrer la solution, ça va faire que même plus tard, dans 6 mois, 1 an, quand on va reprendre les choses, on n'aura pas cette dette, ou en tout cas, elle sera très minimisée en termes de parcours utilisateur et technique également, parce que les choses auraient été bien construites dès le début. Donc pour moi, ouais, c'est un vrai gain de temps aussi. Moi, j'avais une question encore, je ne sais pas si c'est la dernière, ou si on aura encore dans la salle, mais je me demandais si est-ce que c'est facile en fait enfin, est-ce que vous arrivez facilement à identifier, des produits ou des entreprises en général dans lequel il y a une bonne intégration, produit, design? Enfin tech design, pardon, excuse-moi. Ouais, en général, c'est enfin, quand en fait les équipes tech et design sont très proches, voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est qu'on a alors là, on n'a pas des daily, nous on a plutôt des instances toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Des fois, on peut faire des points ad hoc. Mais en fait, quand les équipes tech et design se parlent, en général, on sent ça, que ça va beaucoup plus vite. Après, on n'a pas précisé quelque chose, évidemment. On n'est pas que design et tech à travailler sur ces solutions. Il y a quand même les PM, il y a quand même les QA, il y a quand même les PO. Enfin, il y a quand même beaucoup de monde aussi qui est impliqué. Mais je dirais que vraiment, ce qu'on constate quand ça fonctionne bien, en fait, un produit, c'est quand ces personnes-là se voient régulièrement, se parlent régulièrement, et qu'on arrive vraiment à échanger tous ensemble. Et du coup, chacun avec son prisme va lever ses alertes, en fait. Donc c'est ça qui fonctionne bien, ouais. D'accord. Du coup, je précise juste un peu ma question. Ma question, c'était de savoir, est-ce que vous avez des entreprises, qui sont un peu des références ou des modèles de ce point de vue-là? Et ça se voit clairement de l'extérieur, que ces entreprises ont une relation, Ouais, alors si vous regardez les produits un petit peu célèbres, je crois que vous avez Alan, par exemple. Vous avez l'assurance Alan, vous avez The Fork. En fait, je dirais, c'est assez symptomatique. Quand vous voyez un produit et qui vous semble cohérent, bien fait, c'est qu'en général, ça fonctionne bien. Quand vous voyez un produit et que ça vous semble un petit peu déstructuré, qu'il manque des choses ou que la navigation est pas opti, vous savez que les équipes en interne, elles se parlent pas forcément, ou telle équipe parle pas à telle équipe. En fait, le produit, il est vraiment le reflet de l'organisation, en fait. d'accord. Ouais. Et du coup, moi, j'ai juste une question. Est-ce que parce que c'est une question que je me suis toujours posée, je pense qu'on est plusieurs à avoir fait cette réflexion-là. Moi, en tant qu'utilisateur, de Prime, je me suis toujours dit: «Mais c'est catastrophique, la navigation Ouais. sur Prime». Est-ce que pour vous, c'est symptomatique? Alors c'est sans tirer, sur l'ambiance de Prime, mais est-ce que c'est symptomatique, en fait, de 2 équipes qui se parlent pas ou pas forcément? Ou est-ce que c'est autre chose, Alors c'est autre chose, je dirais en fait. Alors je connais pas du tout l'organisation qu'ils ont, mais moi je dirais que c'est plutôt que en fait ils ont énormément d'équipes justement qui sont dédiées. Alors j'avais vu que en fait ils ont des équipes de design entières pour un bouton, pour vraiment optimiser un bouton, un parcours. Donc en fait c'est vrai que je pense que Prime ils sont sur une logique vraiment consommation de masse. Et du coup, effectivement, je pense que des fois, il y a ce qu'on appelle les dark patterns. Donc c'est ces fameux dark patterns. Par exemple, on a du mal à se désabonner sur Amazon, on a du mal à aller trouver des choses. Et même l'interface, à mon sens, c'est pas forcément hyper bien construite parfois, mais je pense que c'est fait exprès, en fait. Je pense que c'est fait exprès parce qu'il y a tellement de cerveau derrière que c'est pas un hasard, pour le coup, sur ce genre de site. Moi, quand je vous parlais des produits comme Alan, c'est pas des produits e-commerce. Là, on est sur une logique e-commerce. Donc les logiques e-commerce, il y a quand même derrière beaucoup plus d'enjeux, on va dire, pas de rétention, de conversion, pardon, donc que les utilisateurs cliquent et achètent. Et là, il y a tous les moyens possibles qui sont mis en place, dont ce que
que je vous parlais, par exemple les biais d'ancrage, des choses comme ça. En fait, Amazon, c'est un peu ça. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi ce genre de choses-là qu'il faut prendre en compte. Et la stratégie globale. Ça répond à ta question. Ça répond totalement à ma question. Et on a une toute dernière question sur Slack qui vient de Thomas Petit et qui demandait, alors c'est une question un peu large, mais l'idée c'est que il aimerait que ça se travaille ça aussi au back-end. Et la question c'est comment vous feriez pour tendre vers ça si c'est pas le cas? Quelle démarche faire en fait si on n'est pas déjà dans cette intégration? Comment y arriver en fait? Quel processus? Eh ben, c'est quelque chose qu'on fait déjà un peu en partie, et justement le fait d'avoir remercié Anouk tout à l'heure pour sa participation, on l'a pas choisi par hasard, c'est parce que son équipe a été intégrée très vite sur les derniers sujets sur lesquels on a travaillé ensemble. Ils ont été intégrés très tôt en Discovery, et pour en avoir parlé avec elle, il me corrigera si je me trompe, elle a demandé qu'ils soient intégrés encore plus tôt. Parce que c'est la meilleure solution pour qu'on puisse avoir les alertes remontées le plus vite et inciter vraiment à intégrer le back-end dans la discovery et avoir des discussions directes entre back-end et product design. Et produit en général, mais là en particulier, c'est notre sujet avec le product design, parce que ça permet de lever tout de suite des problèmes de faisabilité, ça permet d'aller rapidement et de pas perdre du temps inutilement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est très clair, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.